Ce jour-là, dans un bureau du groupe Vireux, elle a refusé de signer un mensonge. Et il ne lui restait presque plus rien. Quelques centaines d'euros, 2 valises, et un nom déjà sali dans toute la profession. Peu après, un notaire lui a annoncé un héritage. Une teinturerie en ruine, dans un village que sa propre famille avait fui des décennies plus tôt sous les huées. Des pierres effondrées et des ronces, disait-on autour d'elle. Bien assez pour une femme qui n'avait plus rien à perdre. C'est là, devant les cuves fendues, qu'un chien roux et efflanqué a refusé de la quitter. Et c'est lui qui, sans qu'elle comprenne encore pourquoi, l'a menée jusqu'à un secret enfoui depuis des générations, capable de redonner un sens à tout un village, pas seulement à elle. Si vous avez déjà porté un nom qu'on vous reprochait sans savoir pourquoi, cette histoire va vous parler. Regardez-la jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle part de vous n'a jamais pâli, malgré tout ce que la vie a essayé d'effacer? Je m'appelle Solène Bréval, j'ai 38 ans et pendant longtemps, mon métier a été de faire mentir les couleurs. Ce matin-là, dans mon bureau du groupe Vireux, on avait posé devant moi un dossier bleu. À l'intérieur, des résultats de tests de tenue des teintures, ceux qu'on envoie aux clients, ceux qui garantissent qu'un tissu ne perdra pas sa couleur. Les vrais chiffres étaient mauvais. Les chiffres du dossier étaient beaux. On me demandait juste de mettre mon nom en bas, ma signature de coloriste chimiste, pour que le mensonge devienne officiel. Je ne savais pas encore que ce refus allait détruire ma vie. Et je ne savais pas encore qu'il allait, quelques mois plus tard, la sauver. Pour comprendre pourquoi j'ai posé mon stylo sans signer, il faut remonter loin, jusqu'à une cuisine de Provence, jusqu'aux mains de ma grand-mère plongée dans une eau rouge sombre. J'avais 6 ans. Elle trempait des écheveaux de laine dans une bassine, et l'eau sentait la terre et la racine, une odeur que je n'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs. Elle disait que ce rouge-là ne partait jamais, qu'il tenait mieux que les promesses des hommes. Je riais, je ne comprenais pas encore l'amertume qu'il y avait dans cette phrase. Je me souviens aussi des mains de ma grand-mère, rougies en permanence jusqu'au poignet, comme si la couleur avait fini par entrer sous sa peau. Elle ne s'en plaignait jamais. Elle disait que ces mains-là avaient nourri 3 générations avant la mienne, que la Garance avait payé le pain, les chaussures, les études d'un frère parti étudier à la ville. Le dimanche, elle sortait un châle qu'elle ne portait qu'une fois l'an, teint du même rouge que ses bassines. Et toutes les femmes du village venaient le toucher, presque avec révérence, comme on touche une relique. Puis un jour, plus de cuisine, plus de bassines. Les usines avaient retrouvé une chimie plus rapide, moins chère, et la garance, cette plante qu'on cultivait depuis des générations pour en tirer le rouge, n'a plus intéressé personne. Ma famille a tout perdu en même temps. Le métier, l'argent et quelque chose de plus difficile à nommer, une fierté. Ma grand-mère est partie de son village sous les huées, je ne savais même pas pourquoi, on ne m'expliquait jamais rien. Seulement que le nom Bréval, là-bas, faisait baisser les yeux. J'étais devenu chimiste pour ça. Pour comprendre ce qui avait tué le métier de ma grand-mère, et je crois, pour battre ce monde-là sur son propre terrain. 20 ans plus tard, j'étais assise dans un bureau vitré, avec un stylo à la main, et on me demandait de signer exactement le mensonge que je m'étais juré de combattre. J'ai refusé. En 48 heures, j'étais licencié. On avait déjà prévenu les autres maisons de teinture de la région. On parlait de mon instabilité, d'un comportement erratique, des mots choisis avec soin pour que personne n'ose plus m'embaucher sans se poser de questions. Mon mari, Étienne Vaugrenard, cadre dirigeant du même groupe, a demandé le divorce la semaine suivante. Il a gardé l'appartement, les comptes, jusqu'à la voiture. Il m'a laissé exactement ce que je pouvais porter dans 2 valises, et une réputation en lambeaux. Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers du divorce, assise en face de lui dans un bureau d'avocat qui sentait le cuir neuf. Il avait ce sourire poli qu'il gardait pour les négociations difficiles. « Tu comprends que c'est mieux ainsi », m'a-t-il dit, « pour tout le monde. » Je n'ai rien répondu. Je n'avais plus rien à perdre qu'il puisse encore me prendre, ou du moins, je le croyais. C'est 3 semaines plus tard qu'une lettre est arrivée, avec le cachet d'un notaire de Vaucluse. J'ai failli la jeter pensant à une relance de facture. Je l'ai ouverte par habitude plus que par curiosité. La lettre m'annonçait un héritage. Une tante éloignée, une cousine de ma grand-mère dont je n'avais jamais entendu parler, venait de mourir sans descendance directe. Elle me laissait un bâtiment en ruine, avec son terrain,
dans un village dont le nom m'a serré la gorge en le lisant, Roussillac en Vaucluse, le village même où les Bréval avaient tout perdu, le village que ma grand-mère n'avait plus jamais voulu revoir de son vivant. J'ai relu la lettre 3 fois, assise sur le rebord de mon lit dans le studio que je louais depuis mon divorce, et j'ai pensé que le destin avait un humour cruel. Me redonner, au moment où je n'avais plus rien, exactement l'endroit d'où était partie toute la ruine de ma famille. Je ne savais pas encore que ce n'était pas une cruauté. C'était un rendez-vous. Je ne savais pas encore que ce n'était pas une cruauté. C'était un rendez-vous. Je suis allé voir le notaire à Avignon avant de prendre la route. Un homme âgé au geste lent qui m'a expliqué, par-dessus ses lunettes, que la tante défunte n'avait laissé aucune autre indication, aucune lettre, seulement les clés du bâtiment et un vieux plan cadastral jauni. Elle n'a jamais voulu vendre, m'a-t-il dit, malgré plusieurs offres ces dernières années. Elle disait toujours que ce bien devait revenir à quelqu'un du sang Bréval et à personne d'autre. Je suis reparti de son étude avec les clés serrées dans ma poche, sans comprendre encore pourquoi une femme que je n'avais jamais connue avait tenu, jusqu'au bout, à ce que ces ruines me reviennent précisément à moi. La route vers Roussillac a duré presque 5 heures. J'avais chargé le peu qui me restait dans une voiture qui toussait dans les côtes, et à mesure que j'approchais, le paysage changeait. Les collines devenaient plus rouges, la terre plus sèche, l'air plus chaud, chargé de lavande et de poussière. Je n'avais plus dans mon portefeuille de quoi tenir 2 mois. C'était tout ou rien. Le village m'a d'abord semblé magnifique, avec ses pierres couleur de briques cuites, ses ruelles étroites où le linge séchait entre les fenêtres. Puis j'ai vu les regards. Une femme sur le pas de sa porte a détourné la tête en lisant le nom sur ma boîte aux lettres provisoire, à la mairie. Le boulanger a mis un temps trop long avant de me rendre ma monnaie. Personne ne disait rien de précis, mais tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Un vieux scandale attaché à mon nom, dont personne ne voulait prononcer les mots. Personne ne disait rien de précis, mais tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Un vieux scandale attaché à mon nom, dont personne ne voulait prononcer les mots. À la mairie, l'employé chargé d'enregistrer mon changement d'adresse a marqué une hésitation en lisant mon nom de famille sur ma carte d'identité, avant de recouvrer une politesse un peu trop appuyée pour être naturelle. « Bréval », a-t-elle répété, comme pour vérifier qu'elle avait bien lu avant d'ajouter, presque malgré elle, « Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu ce nom-là par ici. » Elle n'en a pas dit davantage, mais son regard, en me tendant mes papiers, portait la même méfiance prudente que j'allais retrouver les jours suivants sur presque tous les visages du village. La teinturerie du Riou Rouge, mon héritage, se trouvait en contrebas du village, au bord d'un petit cours d'eau du même nom. Quand j'ai poussé la porte pour la première fois, j'ai failli pleurer de découragement plutôt que d'émotion. Le toit était crevé par endroits. On voyait le ciel entre les tuiles. Les grandes cuves de pierre, celles où l'on teignait autrefois la laine, étaient fendues, envahies de ronces jusqu'aux fenêtres basses. Une odeur de rouille et d'eau morte flottait partout, mêlée à quelque chose de plus ancien, presque minéral. Au fond du bâtiment, derrière un amas de tuiles effondrées, j'ai découvert un établi couvert de poussière, encore garni d'outils rouillés dont je devinais à peine l'usage. Des baguettes à remuer les écheveaux, de vieux peignes à carder, une balance de cuivre verdie par le temps. Sur un mur presque effacé, une inscription à la craie indiquait encore des dosages, des dates, dans une écriture que je ne reconnaissais pas mais qui m'a serré la gorge, comme si des mains disparues depuis longtemps continuaient de me parler à travers ce mur. Cette première nuit, j'ai dormi sur un matelas posé à même le sol, enroulé dans mon manteau, et le froid des dalles est remonté jusque dans mes os. Je n'avais ni électricité ni eau courante. Je me suis demandé, dans le noir, si je n'avais pas fait la plus grande erreur de ma vie. Mais j'étais trop épuisé ce soir-là, pour vraiment désespérer. Le sommeil m'a prise avant les larmes. Le lendemain matin, en sortant chercher de l'eau au puits du jardin, j'ai remarqué une forme rousse, efflanquée, tapie derrière l'une des cuves fendues. Un chien, sans collier, les côtes visibles sous un pelage couleur de brique, qui m'observait avec une méfiance égale à la mienne. J'ai reculé d'un pas. Il n'a pas bougé. Il essayait de rester là toute la journée, à distance, refusant de s'approcher, mais refusant aussi de partir. Le soir, j'ai fait chauffer une soupe sur mon petit réchaud, et sans vraiment y réfléchir, j'en ai versé un peu dans une vieille écuelle en fer trouvée dans les décombres. Je l'ai posé à quelques mètres de la cuve où il se cachait,
Puis je suis rentré m'asseoir sur le pas de la porte, sans le regarder directement. Il a mis presque 1 heure à s'approcher. Je l'ai entendu laper, prudent, puis j'ai senti son regard sur moi. Cette nuit-là, il a dormi devant l'entrée, comme s'il montait la garde. Je l'ai appelé Garance à cause de la couleur de son poil, sans savoir encore à quel point ce nom lui allait, et à quel point ce chien allait devenir bien plus qu'une présence pour tenir compagnie à ma solitude. Les jours suivants, je suis descendu au village pour quelques provisions, chez l'épicier, un homme âgé au visage buriné qui m'a servi sans un mot de trop. C'est en repartant, la porte déjà entr'ouverte, que je l'ai entendu marmonner, plus pour lui-même que pour moi. « Ne va pas remuer les vieilles histoires, mademoiselle, et laisse l'Aubanel tranquille si tu veux la paix. » Je me suis retourné, mais il s'affairait déjà derrière son comptoir, comme s'il n'avait rien dit. Je n'avais aucune idée de qui pouvait être cet Aubanel, ni de quelles vieilles histoires il parlait. Mais les 2 phrases se sont plantées en moi comme 2 graines, de celles qui ne demandent qu'un peu de temps pour germer. Le dimanche suivant, poussé davantage par l'ennui que par la foi, je suis entré dans la petite église du village pour la messe. C'est là, assise au fond, que mon œil de coloriste, ce réflexe que 20 ans de laboratoire avaient gravé en moi, s'est arrêté net sur la bannière de procession suspendue près de l'autel. Un rouge éclatant, profond, presque vivant dans la lumière des vitraux. Un rouge que je n'avais jamais vu tenir ainsi sur un tissu aussi ancien. Après l'office, j'ai osé demander au curé, un homme jeune au sourire facile, depuis quand cette bannière existait. Il m'a répondu avec la fierté tranquille de quelqu'un qui raconte une légende locale, qu'elle datait de plus de 150 ans et que sa couleur n'avait, à sa connaissance, jamais bougé. 150 ans. Un rouge de laine, exposé à la lumière et à la poussière depuis 1 siècle et demi, sans un pâlissement visible. Chimiquement, c'était presque impossible. Et pourtant, il était là, sous mes yeux. Je suis resté un long moment devant cette bannière, après le départ des derniers paroissiens, sans même sentir le froid des dalles sous mes pieds. Je ne savais pas encore que ce simple morceau de tissu allait devenir le fil qui me ramènerait, pas à pas, jusqu'au cœur même de ce que ma famille avait perdu, et jusqu'à un secret que tout le village semblait vouloir garder enterré. J'ai passé la semaine suivante à enquêter, avec la même méthode que j'appliquais autrefois à mes analyses en laboratoire. Je suis retourné voir le curé qui m'a ouvert sans façon les vieux registres paroissiaux entreposés dans une armoire de la sacristie. On y parlait, entre 2 actes de baptême, d'une teinturerie florissante, de laine vendue jusqu'à Marseille et Lyon, d'un rouge si réputé qu'on venait de loin pour se le procurer. Au musée de la commune, une petite salle poussiéreuse tenue par une bénévole, j'ai pu observer de près un vieux châle de mariée, plié dans une vitrine, teint du même rouge profond que la bannière de l'église. Le même feu, immobile depuis 1 siècle et demi. Je connaissais assez mon métier pour savoir de quoi il s'agissait. Ce n'était pas un hasard, ni une teinture ordinaire. C'était le rouge turc, qu'on appelait aussi le rouge d'Andrinople. Un procédé légendaire tiré de la racine de Garance, réputé depuis des siècles pour une tenue extraordinaire, presque inégalée. Un savoir jalousement gardé par les maîtres teinturiers, transmis de génération en génération, et perdu, disait-on, quand les usines avaient fermé les unes après les autres, remplacé par la chimie industrielle qui avait aussi emporté ma propre famille. Restait à savoir qui, dans ce village, connaissait encore ce secret. L'épicier avait laissé échapper un nom, presque malgré lui, l'Aubanel. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. Tout le monde au village connaissait Fernand Aubanel, le dernier des anciens teinturiers, un homme que l'on décrivait comme bourru, solitaire, vivant à l'écart dans une bergerie retapée en lisière de la garrigue. J'y suis allé un matin, avec Garance sur mes talons, résolu à me présenter simplement comme la nouvelle propriétaire de la teinturerie, curieuse d'en apprendre plus sur son histoire. J'ai frappé. Un homme âgé, le dos voûté mais le regard encore vif sous des sourcils broussailleux, a entr'ouvert la porte. « Bonjour, je m'appelle Solène. »« Bréval. » Il avait coupé ma phrase avant même que je prononce mon nom, comme s'il l'avait deviné ou redouté depuis le premier instant où il m'avait vu approcher. Son visage s'est fermé d'un coup, toute trace de politesse envolée. « Je n'ai rien à dire à une Bréval, » a-t-il ajouté, la voix soudain cassante. « Rien du tout. » Et il m'a claqué la porte au nez,
avant que j'aie pu placer un mot de plus. Je suis resté planté devant cette porte, Garance assise à mes pieds, aussi surprise que moi par la brutalité de l'accueil. Ce n'était pas seulement de la méfiance envers une inconnue, c'était de la haine, précise, ancienne, dirigée contre mon nom lui-même. Je suis resté planté devant cette porte, Garance assise à mes pieds, aussi surprise que moi par la brutalité de l'accueil. Ce n'était pas seulement de la méfiance envers une inconnue, c'était de la haine précise, ancienne, dirigée contre mon nom lui-même. J'ai appris en marchant lentement vers la place du village, ce jour-là, à observer Roussillac autrement. Les vieilles pierres, la fontaine tarie au centre de la place, les volets fermés des maisons qui avaient jadis abrité d'autres familles de teinturiers, tout portait la trace discrète d'un âge d'or disparu. Une plaque de marbre, presque effacée, rappelait sur le mur de la mairie que le village avait compté, un siècle plus tôt, plus de 20 ateliers de teinture en activité. Il n'en restait qu'un seul homme, aujourd'hui, qui en gardait la mémoire vivante, et cet homme venait de me fermer sa porte. De retour au village, j'ai fini par obtenir, bribe après bribe, un peu plus que des regards fuyants. Une vieille femme assise sur un banc, que j'avais aidé à porter ses courses, a accepté de me parler à voix basse, comme on partage un secret défendu. Entre les Aubanel et ma grand-mère, il y avait eu, disait-elle, une trahison ancienne, autour de la fermeture du dernier cuvier du village. Une dette jamais payée peut-être, une jalousie de métier, un secret que personne, en 50 ans, n'avait jamais recousu. Elle-même ne savait pas tous les détails. Elle savait seulement que le nom Bréval, à Roussillac, restait associé à une trahison, et que les Aubanel n'avaient jamais pardonné. J'ai continué mes recherches dans les registres, essayant de reconstituer ce qui avait pu se passer entre les deux familles, sans grand succès. Ce qui me frappait surtout, en lisant les vieux comptes rendus de la confrérie des teinturiers, c'était une phrase qui revenait, presque comme un avertissement. Le procédé du Grand Rouge n'avait jamais été couché sur le papier. On se le transmettait de bouche à oreille, de mains à main, précisément pour qu'on ne puisse jamais le voler. Ce qui signifiait qu'il manquait forcément un geste, une étape essentielle que même les registres les plus complets ne révéleraient jamais. Un savoir qui ne vivait plus désormais que dans la mémoire d'un seul homme au monde. Et cet homme venait de me claquer sa porte au nez. J'ai décidé ce soir-là de ne pas attendre son pardon pour avancer. J'étais chimiste, après tout. Si le secret du rouge d'Andrinople reposait sur des principes que je pouvais retrouver par la science, je n'avais pas besoin de Fernand Aubanel. Je me trompais et j'allais m'en rendre compte cruellement. J'ai installé un semblant de laboratoire dans un coin de la teinturerie, avec le peu de matériel que j'avais pu rapporter ou improviser. J'ai commandé de la racine de garance séchée, étudié tout ce que je savais des mordants, ces substances qui fixent la couleur sur la fibre, tenté de reproduire, cuve après cuve, le rouge que j'avais vu sur la bannière et le châle. Mes premiers échantillons viraient au brun terne. Les suivants bavaient dans l'eau du rinçage. Les meilleurs, ceux dont j'étais presque fier, perdirent leur éclat au premier lavage, comme n'importe quelle teinture ordinaire. Un soir, après avoir jeté à la poubelle un énième écheveau raté, je me suis assise par terre, le dos contre une cuve froide, et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis mon licenciement. Toutes mes années d'études, tous mes diplômes de chimie, ne suffisèrent pas à percer un secret que des femmes, sans laboratoire, avaient pourtant maîtrisé pendant des siècles. Il y avait dans cet échec quelque chose qui touchait plus profond que la simple déception professionnelle. L'impression amère que je n'étais peut-être, malgré tout mon savoir, pas plus digne de ce métier que ceux qui l'avaient tué avant moi. La chimie seule ne suffisait pas. Il manquait quelque chose que je ne trouvais dans aucun manuel. Un matin, à bout de nerfs, après un énième échantillon raté, j'ai croisé Nora sur le chemin du village, une adolescente que je ne connaissais alors que de vue. Elle s'est arrêtée devant la porte de la teinturerie, curieuse, regardant les écheveaux ternes séchant sur un fil. « Ça ne prend pas » a-t-elle demandé sans détour, avec cette franchise qu'ont parfois les très jeunes gens. « Non, ai-je admis. Pas encore. » Ma grand-mère disait toujours que la garance, ça ne se commande pas, faut la convaincre. Elle avait dit cela presque en riant, avant de repartir en courant, sans savoir qu'elle venait de planter, elle aussi, une petite graine dans mon esprit épuisé. Les semaines ont passé,
et avec elle, mon argent a fondu plus vite que je ne l'avais prévu. Une nuit d'orage a inondé la remise où je stockais ma réserve de laine, achetée avec mes dernières économies. Le lendemain, les écheveaux gorgés d'eau puaient la moisissure. Au village, on commençait à me regarder avec un mélange de pitié et d'amusement discret, celle qu'on réserve à quelqu'un dont on est sûr qu'il va échouer et repartir. J'ai touché ce soir-là un fond que je n'avais pas connu même au pire moment de mon divorce. C'est dans ces nuits-là que je repensais le plus à ma grand-mère, à sa fuite de ce village sous les huées, à ce qu'elle avait peut-être emporté avec elle ou détruit avant de partir, pour qu'on ne puisse jamais le lui reprendre. La honte dans ma famille avait toujours été un personnage silencieux, présent à toutes les tables, jamais nommé. Je commençais à comprendre qu'il faudrait un jour lui donner un visage et un nom si je voulais vraiment avancer. Une nuit, alors que je pensais sérieusement à tout abandonner et à reprendre la route, Garance est tombée malade. Elle refusait de manger, tremblait, couchée contre le mur froid de la teinturerie. Je n'avais pas d'argent pour un vétérinaire de nuit. Je suis resté assise près d'elle jusqu'à l'aube, une main posée sur son flanc pour sentir sa respiration, lui parlant à voix basse de tout et de rien, de ma grand-mère, du rouge que je n'arrivais pas à retrouver, de la peur d'avoir tout perdu pour rien. Au matin, la fièvre était tombée. Garance a relevé la tête, m'a léché la main, et depuis cette nuit-là, elle ne m'a plus jamais quitté d'un pas, comme si elle avait décidé, cette nuit-là, que ma présence lui appartenait autant que la sienne m'appartenait. C'est peut-être ce qui m'a redonné la force de rester encore un peu. Depuis plusieurs jours pourtant, Garance avait un comportement étrange. Elle tirait sur ma manche, doucement mais avec insistance, vers le versant de la colline qui surplombait la teinturerie, vers un vieux sentier à moitié muré de ronces que j'avais toujours refusé de suivre, trop occupé par mes échecs en laboratoire, trop épuisé pour explorer davantage. Chaque fois, je l'avais tiré en arrière, lui disant « non, pas maintenant ». Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait changé dans son insistance. Elle ne tirait plus, elle suppliait presque, allant et venant entre moi et le sentier, aboyant doucement, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais encore. Cette fois, épuisé d'avoir dit non depuis trop longtemps à toute chose, je l'ai suivi. Le sentier grimpait entre les buis et les genévriers, à peine visible sous les ronces que je devais écarter à main nue. Garance filait devant moi, revenait, repartait, comme pour s'assurer que je ne renoncerais pas en chemin. Après une bonne demi-heure de marche, le sentier débouchait sur un versant que je n'avais jamais soupçonné derrière la colline, un repli de terrain caché, à l'abri des regards du village. Là poussait en abondance une plante basse aux petites fleurs jaunes pâles, dont les racines, je le savais rien qu'à l'odeur qui montait du sol remué par les sabots d'un chevreuil, ne pouvaient être que de la garance sauvage. Une réserve entière, oubliée de tous, qui avait continué de croître seule pendant des décennies pendant que le village avait tourné le dos à son métier. Mais ce n'était pas tout. Au creux du versant, une source coulait entre les pierres, une eau claire à la surface, mais dont le lit, en dessous, était strié de dépôts orangés, presque rouille. Je me suis agenouillé, j'en ai pris une poignée dans mes mains. Elle avait cette odeur métallique, ferrugineuse, si particulière que je reconnaissais pour l'avoir croisée dans mes lectures sur les anciens procédés de teinture. Une eau riche en fer, capable de fixer certains rouges d'une manière que l'eau ordinaire ne pouvait jamais égaler. C'était donc cela. L'élément qu'aucun registre, aucun manuel de chimie n'avait jamais noté, tout simplement parce qu'il n'appartenait à aucune recette écrite. Il était sous les pieds du village depuis toujours, dans cette source que plus personne n'utilisait. C'était donc cela. L'élément qu'aucun registre, aucun manuel de chimie n'avait jamais noté, tout simplement parce qu'il n'appartenait à aucune recette écrite. Il était sous les pieds du village depuis toujours, dans cette source que plus personne n'utilisait. Je suis resté longtemps accroupi au bord de l'eau, laissant le courant frais glisser entre mes doigts, essayant d'imaginer combien de générations de teinturiers avaient dû connaître cet endroit avant que le savoir ne se perde. Garance, elle, s'était déjà éloignée, le nez au sol, suivant une piste que je ne voyais pas, entre les touffes de garance sauvages qui montaient jusqu'à mi-mollet. Je l'ai suivie, presque en courant, de peur de la perdre de vue dans les broussailles. En remontant plus haut sur le versant, porté par une excitation que je n'avais plus ressentie depuis des mois, je suis tombé sur autre chose que je ne cherchais pas. Un petit appentis de pierre, dissimulé derrière un rideau de lierre, presque invisible si l'on ne savait pas qu'il était là.
La porte n'était fermée que par un loquet de bois. À l'intérieur, dans la pénombre fraîche, une cuve de terre cuite, couverte d'un linge humide, dégageait une odeur âcre et vivante, celle d'une fermentation lente. J'ai compris, en la regardant, ce que je découvrais. Une cuve-mère. Un levain de Garance entretenu vivant, nourri, protégé du gel et de la sécheresse depuis des années, peut-être des décennies, transmis en secret d'une génération de teinturiers à l'autre. Un trésor vivant, impossible à acheter, impossible à recréer du jour au lendemain, quel que soit le talent d'un chimiste. Fernand Aubanel entretenait ce secret seul, ici, loin des regards, depuis tout ce temps. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur ma découverte. Une voix furieuse a résonné derrière moi. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Fernand se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage rouge de colère, presque tremblant. Il tenait un bâton à la main, plus par réflexe que par réelle menace. Garance s'est placé entre nous, sans agressivité, comme pour apaiser la scène plutôt que la défendre. « Je ne savais pas, ai-je dit, la voix tremblante. Le chien m'a mené jusqu'ici. Je ne cherchais pas à... » « Tu cherches toujours quelque chose, vous les Bréval ?» a-t-il coupé, la voix brisée davantage par la douleur que par la colère. « Vous avez déjà pris ce que vous vouliez, une fois. »« Je ne sais même pas ce que ma grand-mère a fait, » ai-je répondu presque suppliante. « Personne ne me l'a jamais dit. Dis-le-moi, Fernand, je vous en prie. » Il m'a regardé longuement, le bâton toujours à la main, puis quelque chose en lui a cédé, comme un mur trop vieux qui finit par s'effondrer sous son propre poids. Il s'est laissé tomber sur un vieux tabouret près de la cuve. Et pour la première fois, j'ai vu cet homme que tout le village décrivait comme dur et fermé, pleurer sans retenue. Il m'a parlé par bribes d'une vieille dette d'argent entre nos deux familles, d'une promesse de mariage rompue entre son propre père et une sœur de ma grand-mère, d'un cuvier fermé dans des circonstances qu'il jugeait depuis toujours injustement imputées aux Aubanel. Ce n'était ni tout à fait de sa faute, ni tout à fait de la nôtre, seulement une vieille blessure que deux familles avaient laissé s'infecter, faute de la soigner à temps. « J'ai gardé ce secret seul pendant 50 ans, a-t-il murmuré en regardant la cuve. Seul parce que je ne faisais confiance à personne pour le mériter. Ce jour-là, je n'ai pas obtenu son pardon complet, ni la fin de toute méfiance. Mais quelque chose s'était fêlé entre nous, une première brèche par laquelle peut-être quelque chose de neuf pourrait passer. Avant que je reparte, il m'a tendu, sans un mot, une petite quantité du levain vivant, comme un test autant qu'un cadeau. Ce jour-là, je n'ai pas obtenu son pardon complet, ni la fin de toute méfiance. Mais quelque chose s'était fêlé entre nous, une première brèche par laquelle, peut-être, quelque chose de neuf pourrait passer. Avant que je reparte, il m'a tendu, sans un mot, une petite quantité du levain vivant, comme un test autant qu'un cadeau. En redescendant vers la teinturerie ce soir-là, Garance trottinant devant moi, j'ai repensé à ma grand-mère, à ce qu'elle aurait pensé de me voir tenir dans mes mains, avec des gestes maladroits, ce trésor qu'elle avait dû abandonner en partant. J'ai eu l'impression pour la première fois depuis mon arrivée à Roussillac que quelque chose se refermait enfin, comme une plaie ancienne qui commence tout juste à cicatriser. Ce soir-là, dans ma cuve improvisée, avec l'eau de la source, la Garance sauvage et ce peu de levain, j'ai vu pour la première fois un rouge tenir. Bref, sur un simple échantillon de laine, mais éclatant, vivant, d'une intensité que mes essais chimiques n'avaient jamais approchée. J'ai pleuré cette fois, de joie pure. Le lendemain, pourtant, Fernand est venu me trouver, le visage grave. « La mère cuve est endormie, m'a-t-il dit. Ce que tu as senti hier, ce n'était qu'un souffle. Pour la réveiller vraiment, il faut un dernier geste. Un geste précis, que mon père m'a transmis en chantant, jamais en l'écrivant. Il s'est tu un instant, le regard perdu vers la colline. Et je ne m'en souviens qu'à moitié. Les jours suivants, Fernand a fini par accepter, non sans réticence, de venir chaque matin à la teinturerie. Il fredonnait, les yeux fermés, essayant de retrouver le fil d'un chant que sa mémoire ne rendait que par fragments, comme un tissu mité dont il manquerait toujours quelques fils essentiels. Nous avons cherché ensemble, lui avec ses souvenirs d'enfance, moi avec ma logique de chimiste, jusqu'au jour où, presque par hasard, en répétant une phrase du chant pour la 100e fois, sa voix a trouvé un enchaînement qu'il avait cru perdu. Ce jour-là, quand nous avons versé la préparation dans la cuve mère en suivant ce geste retrouvé,
quelque chose a changé dans l'odeur même de la fermentation, plus riche, plus profonde. Et le rouge qui en est né sur nos premiers écheveaux était d'une tenue que je n'avais encore jamais osé espérer. Il résistait au lavage, il résistait au soleil, il résistait, semblait-il, au temps lui-même. C'était un triomphe silencieux, partagé seulement entre un vieil homme, une femme qui n'avait plus rien, et un chien roux couché à leurs pieds. La nouvelle a fini par se répandre au village, comme se répandent toujours ces choses-là, portées par une adolescente curieuse du nom de Nora, dont la famille comptait autrefois des teinturiers parmi les Aubanel. Elle s'est présentée un matin sans prévenir, demandant simplement à voir, à apprendre. Fernand l'a d'abord repoussée d'un geste bourru, puis, en la voyant revenir chaque jour, a fini par la laisser entrer. D'autres mains ont suivi la sienne, peu à peu, timidement d'abord, une voisine curieuse, un ancien qui se souvenait avoir vu sa propre mère teindre autrefois. Le hameau s'est mis à se réchauffer, presque malgré lui, autour de l'atelier qui reprenait vie. Le hameau s'est mis à se réchauffer, presque malgré lui, autour de l'atelier qui reprenait vie. Même les enfants du village, qui passaient en jadis en courant devant les ruines sans y prêter attention, s'arrêtaient désormais parfois à la porte, attirés par l'odeur particulière qui montait des cuves, par les écheveaux rouges séchant au soleil comme de longues chevelures suspendues. L'un d'eux, un petit garçon d'à peine 7 ans, m'a demandé un jour, très sérieusement, si c'était vrai qu'un chien avait trouvé le trésor rouge. Je lui ai répondu que oui, exactement. Et il est reparti en courant raconter cela à ses camarades comme la plus grande nouvelle du monde. Fernand, lui, semblait redresser le dos un peu plus chaque semaine. Transmettre son savoir à Nora, m'apprendre le geste que son propre père lui avait légué, avait rallumé en lui une raison de vivre que la solitude et l'amertume lui avaient longtemps volée. La vieille inimitié entre nos deux familles se transformait, sans grand discours, en quelque chose comme une filiation choisie. Les premières victoires étaient relativement modestes, mais bien réelles. Un premier lot d'écheveaux vendu sur le marché du village voisin. Les premières victoires étaient modestes, mais bien réelles. Un premier lot d'écheveaux vendu sur le marché du village voisin. Je me souviens de ce premier marché comme d'une petite fête intime. Nora avait insisté pour disposer elle-même les écheveaux sur notre étal de fortune. 2 planches posées sur des tréteaux empruntés à l'épicier. Celui-là même qui m'avait autrefois mis en garde à demi-mot. Il s'est arrêté devant notre étal, a soupesé un écheveau entre ses doigts calleux, et a fini par en acheter 2, sans un mot, avant de repartir avec un simple hochement de tête qui, venant de lui, valait tous les discours. Une commande inattendue d'un tapissier de la région, séduit par la profondeur de la couleur. Une petite fierté qui revenait, timide, sur les visages de ceux qui avaient longtemps eu honte du nom Bréval autant que du leur. C'est une simple photographie, prise par Nora pour la partager fièrement à des cousins de la ville, montrant des écheveaux teints étendus au soleil devant la teinturerie, qui a fini par circuler bien plus loin que prévu. Elle est tombée un soir, sous des yeux qu'il ne fallait surtout pas qu'elle croise. Au siège du groupe Vireux, quelqu'un a fait suivre l'image à un cadre dirigeant. Étienne Vaugrenard a regardé la photo un long moment, avant de comprendre exactement ce qu'elle signifiait pour l'entreprise dont tout le modèle reposait sur des couleurs qui, un jour ou l'autre, finissaient toujours par s'effacer. Ce fut Margot Lenoir qui, la première, poussa la porte de la teinturerie quelques semaines plus tard, envoyée par le hasard d'une commande de tissu pour un décorateur qu'elle connaissait. Dénicheuse de métiers d'art pour la maison Chanel, elle avait l'œil sûr des gens qui ont passé leur vie à distinguer le vrai savoir-faire de son imitation. Elle a pris entre ses doigts un écheveau fraîchement teint, l'a approché de la lumière, l'a même, à ma grande surprise, frotté doucement contre le tissu blanc de son propre chemisier pour vérifier qu'il ne déteignait pas. « Depuis combien de temps tenez-vous cette couleur » a-t-elle demandé sans quitter l'écheveau des yeux. « Le procédé a plus de 150 ans, ai-je répondu. Nous venons de le faire renaître. Elle était restée silencieuse un long moment, sidérée par la tenue du tissu, par cette intensité qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu depuis des années. Avant de repartir, elle a passé une commande d'essai, modeste en quantité, mais assortie d'une promesse qui a fait battre mon cœur plus fort que je ne l'aurais cru possible. Si l'échantillon tenait ses promesses lors des tests officiels, un contrat plus large pourrait suivre. Un contrat capable de faire entrer notre rouge dans le monde de la haute couture. L'atelier s'est mis en fièvre. Nous avons doublé les cuves, travaillé du matin jusqu'au soir.
Nora y croyait avec toute la ferveur de ses 16 ans. Fernand sortait, jour après jour, son plus beau geste, celui qu'il avait mis tant d'années à retrouver. L'espoir dans la teinturerie était à son comble. L'atelier s'est mis en fièvre. Nous avons doublé les cuves, travaillé du matin jusqu'au soir. Nora y croyait avec toute la ferveur de ses 16 ans. Fernand sortait jour après jour son plus beau geste, celui qu'il avait mis tant d'années à retrouver. L'espoir dans la teinturerie était à son comble. Le soir, épuisés mais heureux, nous partagions parfois un repas simple sur la table de bois de l'atelier. Nora racontant en riant les commentaires étonnés de ses camarades de classe, qui ne comprenaient non pas pourquoi elle passait désormais ses week-ends à faire de la teinture comme au Moyen-Âge. Fernand, lui, restait silencieux la plupart du temps, mais souriait. Un sourire discret que je ne lui avais jamais vu avant cet été-là. Celui d'un homme qui retrouve, sur le tard, une raison d'espérer. C'est à ce moment précis que la pression a commencé, du côté du groupe Vireux, d'abord mielleuse, presque courtoise. Un courrier officiel proposait le rachat de la teinturerie et de son procédé, à un prix qui, sur le papier, semblait généreux pour une ruine de village. J'ai refusé sans hésiter. Le silence qui a suivi mon refus n'a pas duré longtemps. Un après-midi, un homme en costume que je n'avais jamais vu s'est présenté à la teinturerie, se disant simple consultant en développement durable, posant des questions sur l'origine de nos eaux usées, sur nos autorisations administratives, prenant des notes sur un carnet sans jamais préciser pour qui il travaillait vraiment. Fernand, qui passait par là, l'a observé longuement sans un mot, puis m'a glissé, une fois l'homme reparti, que ce genre de visite ne présageait jamais rien de bon. Les premières menaces sont arrivées déguisées en préoccupations administratives. Une lettre anonyme évoquant un possible site pollué en amont, du Riou Rouge. Une rumeur propagée on ne sait comment jusqu'au village, mettant en doute la conformité de notre teinture avec les normes environnementales. Rien de frontal, rien qu'on puisse attaquer directement, seulement une inquiétude semée avec soin, destinée à faire douter à nouveau ceux qui avaient recommencé à nous faire confiance. C'est dans ce climat trouble qu'Étienne a réapparu, en personne, un après-midi, garé devant la teinturerie dans une voiture bien trop propre pour ses chemins de terre. Il a joué l'ex-mari compréhensif, presque affectueux, s'inquiétant de ma santé, de mes conditions de vie, de la solitude qu'il devinait derrière mon silence. Je savais en l'écoutant qu'il n'était pas venu par affection. Il observait, cherchait les failles, les fatigues visibles, les points où je pourrais céder. « Tu ne peux pas tenir ça toute seule, Solène, » m'a-t-il dit avant de repartir. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Je n'ai rien répondu, mais ces mots ont laissé une trace, comme toujours avec lui, une inquiétude sourde que je n'arrivais pas tout à fait à chasser. « Tu ne peux pas tenir ça toute seule, Solène, » m'a-t-il dit avant de repartir. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Je n'ai rien répondu, mais ces mots ont laissé une trace, comme toujours avec lui, une inquiétude sourde que je n'arrivais pas tout à fait à chasser. En repartant, il s'est arrêté un instant près de sa voiture, regardant Nora qui traversait la cour avec un panier d'écheveau, puis Fernand assis à l'ombre, avant de reporter son regard sur moi avec un sourire que je connaissais trop bien, celui qu'il gardait pour les moments où il croyait déjà avoir gagné. « Tu as fait du chemin, » a-t-il ajouté, pour quelqu'un qui n'avait plus rien. Je n'ai compris que bien plus tard qu'il n'était pas venu me complimenter, mais évaluer, pièce par pièce, tout ce que nous avions à perdre. Quelques jours plus tard, en amont du Riou Rouge, quelque chose a changé. L'eau, d'ordinaire claire malgré sa teinte ferrugineuse, a pris une couleur trouble, presque laiteuse par endroits. 2 chèvres du voisin qui venaient de s'y abreuver sont tombées malades sans raison apparente. Et Garance, qui buvait pourtant chaque jour à la même source depuis des mois, a refusé net, ce matin-là, d'approcher l'eau, reculant en grognant doucement, comme si son instinct percevait un danger que nos yeux ne voyaient pas encore. L'inquiétude a commencé à s'installer, sourde, sur toute la teinturerie, à quelques jours à peine de l'échéance que Margot Lenoir nous avait fixée pour valider notre échantillon. Il ne fallut que quelques jours pour comprendre l'ampleur du désastre. Un rejet avait été déversé en amont, dans la nuit, par des mains que personne n'avait vues. La source ferrugineuse, celle-là même qui donnait au rouge sa tenue légendaire, était corrompue.
Les teintures que je préparais se mettaient en train à casser, à virer, incapables de retrouver l'intensité et la stabilité que nous avions mis des mois à obtenir. À quelques jours de la validation Chanel, je ne parvenais plus à reproduire ma propre couleur. La panique a gagné l'atelier. Était-ce un simple hasard, une négligence agricole en amont, ou une malveillance délibérée? La panique a gagné l'atelier. Était-ce un simple hasard, une négligence agricole en amont, ou une malveillance délibérée? Fernand a voulu remonter lui-même jusqu'à la source, malgré son âge et la pente raide du sentier, s'appuyant sur mon bras à chaque pas. En arrivant près de l'eau trouble, il s'est agenouillé péniblement, a plongé les doigts dans le courant, les a portés à son nez, le visage soudain grave. « Ce n'est pas la terre qui a fait ça, a-t-il murmuré. Ça, je le reconnais. C'est une main d'homme. » Ces mots, loin de me rassurer, ont confirmé la peur que je n'osais pas encore formuler tout haut. Quelqu'un, quelque part, avait délibérément voulu nous briser au moment précis où nous étions le plus vulnérables. Je ne savais pas encore répondre avec certitude, mais la rumeur, elle, avait déjà tranché. Le site pollué dont on parlait depuis des semaines, c'était nous, disait-on désormais tout haut au village. On m'accusait à demi-mot d'avoir moi-même souillé la source par négligence, et la méfiance ancienne envers mon nom, à peine apaisée, a ressurgi presque intacte. La nuit précédant la date à laquelle je devais remettre l'échantillon à Margot Lenoir, épuisé par des jours d'essais infructueux, je me suis endormi tard, sans même verrouiller correctement la porte de l'appentis où reposait la cuve mère. Au matin, en entrant dans le petit local de pierre, j'ai trouvé la cuve vide. Le levain vivant, entretenu depuis des générations, patiemment réveillé après des décennies de sommeil, avait disparu, vidé dans la nuit par des mains que je ne connaissais pas encore. Je me suis effondré littéralement, à genoux devant la cuve vide, incapable de retenir mes larmes. Sans la mère cuve, il n'y avait plus de rouge possible, plus d'échantillons à remettre, plus de contrat, plus rien. Quand j'ai appelé Margot Lenoir pour lui expliquer, la voix brisée, elle a suspendu la commande sans un mot de reproche, mais avec une déception que j'ai sentie jusque dans son silence. La teinturerie qui avait failli renaître semblait condamnée pour de bon cette fois. Cette nuit-là, épuisé au-delà de toute raison, je me suis assoupi sur une chaise dans l'atelier plongé dans le noir, Garance couché à mes pieds. C'est un grognement sourd, presque inaudible d'abord, qui m'a réveillé en sursaut. Le chien s'était dressé d'un coup, tous les poils hérissés sur l'échine, le regard braqué vers le cuvier, vers l'obscurité au fond de l'atelier. Quelqu'un était encore là. Garance a bondi vers le fond de l'atelier avant même que j'aie eu le temps de me lever complètement. Un cri d'homme a retenti dans l'obscurité, suivi d'un bruit de chute, de bidons renversés, du fracas d'une bâche arrachée. J'ai attrapé la lampe torche posée sur l'établi et couru derrière le chien, le cœur battant si fort que je l'entendais presque couvrir les aboiements. Le faisceau de la lampe a balayé le cuvier et s'est arrêté sur une silhouette accroupie près de l'une des cuves vides. Un homme jeune, le visage à moitié dissimulé par une capuche, qui tentait de repousser Garance à coups de pied maladroits. Le chien ne mordait pas, mais le tenait acculé contre le mur, dents découvertes. Un grondement sourd et continu qui semblait dissuader toute tentative de fuite. « Solène! Nora !» ai-je crié vers l'escalier où Nora, réveillée par le bruit, arrivait déjà en courant, les yeux écarquillés. L'homme a profité d'un instant de confusion, quand Nora a trébuché sur une bassine renversée dans l'obscurité, pour tenter de forcer le passage. Garance s'est jetée entre elle et lui d'un bond, la repoussant presque physiquement vers l'arrière, hors d'atteinte, avant de revenir acculer l'intrus contre le mur avec une détermination que je ne lui avais jamais connue. Dans sa précipitation pour échapper au chien, l'homme a laissé tomber un téléphone et un petit bidon métallique qui a roulé bruyamment sur les dalles. Il a fini par se dégager, bousculant une étagère qui s'est effondrée dans un vacarme épouvantable, et s'est enfui par la porte du fond, disparaissant dans la nuit avant que j'aie pu voir clairement son visage. Je me suis précipité pour ramasser ce qu'il avait laissé tomber. Le bidon portait, imprimé sur le métal, le logo du groupe Vireux, à moitié effacé mais parfaitement reconnaissable. Le téléphone, lui, projetait encore la lumière d'un message resté affiché à l'écran. Des instructions brèves, signées d'une initiale que je ne connaissais que trop bien. Le lien entre le sabotage et le groupe qui avait autrefois brisé ma carrière était désormais entre mes mains, tangible, indiscutable.
Le lien entre le sabotage et le groupe qui avait autrefois brisé ma carrière était désormais entre mes mains, tangible, indiscutable. J'ai passé le reste de la nuit assise sur les marches de l'atelier, incapable de dormir, le bidon posé devant moi comme une pièce à conviction que je n'osais pas quitter des yeux. Nora, elle aussi trop secouée pour retourner se coucher, s'est assise à mes côtés en silence. Et c'est elle, au bout d'un long moment, qui a fini par dire tout haut ce que je pensais sans oser le formuler. « C'est fini cette fois, hein? On ne va plus se laisser faire. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai senti, dans sa voix jeune et déterminée, quelque chose de la force qu'il me manquait cette nuit-là pour continuer à croire que nous allions nous en sortir. Mais Garance n'en avait pas fini. Alors que je restais figé, le bidon tremblant entre mes doigts, elle s'est mise à gratter frénétiquement le sol près d'un baquet renversé, gémissant, m'appelant presque de ses aboiements brefs. Je me suis approché et j'ai vu, au fond du baquet, tout au fond, une trace sombre et épaisse, quelques cuillerées à peine du levain que je croyais perdu, échappé par miracle au sabotage, préservé dans l'humidité du récipient renversé. Ce n'était presque rien. Mais ce n'était pas rien non plus. Fernand, réveillé par le vacarme, est arrivé peu après, hors d'haleine, appuyé sur sa canne. En apprenant ce que Garance venait de sauver, il s'est figé un instant, puis, sans un mot d'explication, m'a fait signe de le suivre dehors, jusqu'à un vieux mur de pierres sèches à l'arrière de la teinturerie. Il a écarté quelques pierres avec une agilité que je ne lui connaissais pas, révélant une petite niche creusée dans le mur, où reposait un pot de terre cuite scellé de cire. « Je l'avais caché là, il y a des années, m'a-t-il dit, la voix rauque. Au cas où. Je n'ai jamais osé espérer devoir m'en servir un jour. » Un second levain, gardé en réserve depuis des décennies, dormait dans ce pot. Tout n'était donc pas mort. Il restait une chance, mince mais réelle, de faire renaître la mère cuve. C'est en fouillant le téléphone abandonné, avec l'aide d'un gendarme du village venu constater les dégâts, que nous avons découvert l'identité de l'intrus. Un jeune homme du hameau voisin, employé occasionnellement par une entreprise sous-traitante de groupe vireux. Convoqué, tremblant, il a fini par tout avouer non sans larmes. Il n'avait pas agi par appât du gain. On le faisait chanter depuis des mois à cause d'une dette de jeu contractée par son frère et d'une mère gravement malade dont les soins coûtaient plus qu'il ne pouvait payer. On lui avait promis d'effacer la dette et de financer les traitements en échange de son silence et de son obéissance. Il avait empoisonné la source puis vidé la cuve, avec la peur au ventre plutôt qu'avec la cupidité au cœur. Le village, qui aurait pu se déchirer sous le poids de cette trahison, a choisi, à ma grande surprise, de se resserrer plutôt que d'éclater. On a organisé discrètement une collecte pour aider la famille du jeune homme à sortir de sa dette, tout en exigeant de lui qu'il témoigne pleinement contre ceux qui l'avaient manipulé. La douleur de la trahison s'est transformée peu à peu en un pardon prudent, mais réel. Restait à rassembler les preuves formelles du rôle du groupe vireux dans l'empoisonnement de la source et dans la rumeur mensongère du site pollué qui m'avait accusé. Le bidon retrouvé, le message sur le téléphone, le témoignage du jeune homme, tout convergeait désormais vers Étienne et son entreprise, sans laisser place au doute. Ce soir-là, dans l'atelier redevenu silencieux, Fernand s'est assis près de moi, las mais apaisé, et m'a livré enfin, dans son intégralité, le dernier geste du réveil de la mère cuve, celui qu'il n'avait jamais osé confier en entier à quiconque, pas même à Nora. Il me l'a chanté doucement, du début à la fin, sans hésitation cette fois, comme un homme qui, ayant enfin retrouvé confiance, choisit librement de transmettre plutôt que de garder. « Je ne le fais pas pour le contrat, m'a-t-il dit. Je le fais parce que tu as mérité de le recevoir en entier. » Il ne restait plus que quelques jours avant l'expertise officielle et l'échéance fixée par Chanel. Il fallait relancer une cuve vivante à partir du pot sauvé par Fernand, appliquer le geste enfin complet et refaire en un temps record le rouge que nous avions mis tant de mois à retrouver. Une course contre la montre s'engageait, la dernière où chaque heure comptait désormais, autant que chaque geste. Nous avons travaillé jour et nuit, Nora, Fernand et moi, relayés par quelques mains du village venus spontanément prêter secours, comme si toute la communauté avait décidé, d'un même mouvement silencieux, que cette dernière bataille ne se livrerait plus seule. Le pot de secours a été ouvert avec des précautions infinies, réveillé lentement, nourri, choyé comme un nourrisson fragile.
Fernand a chanté son geste complet, cette fois sans une hésitation. Sa voix cassée mais sûre résonnant dans l'atelier comme elle avait dû résonner jadis, dans la bouche de son propre père. Et sous nos yeux, dans la pénombre tiède du cuvier, la couleur a commencé à renaître, lentement d'abord, puis avec une force que même nos meilleurs essais précédents n'avaient jamais atteinte. Nora pleurait sans bruit devant la cuve, les mains encore tachées de rouge jusqu'aux poignets, exactement comme je me souvenais des mains de ma grand-mère tant d'années auparavant. Fernand, épuisé mais debout, a posé sa main sur mon épaule sans un mot, et ce simple geste valait tous les discours qu'il n'avait jamais su prononcer. Dehors, le jour se levait sur Roussillac, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que nous allions peut-être, contre toute attente, gagner cette dernière bataille. Le jour de l'expertise officielle, le village entier semblait retenir son souffle. Le docteur Philippe Anglade, conservateur textile indépendant, avait fait le déplacement depuis Avignon à la demande de Margot Lenoir, averti de la situation et décidé à donner une dernière chance à notre atelier avant de trancher définitivement. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard patient et précis, de ceux qui ont passé leur vie à distinguer, sous un fil de laine, la vérité du mensonge. Il a examiné longuement les nouveaux échantillons, comparés à la bannière de l'église et au châle du musée, prêtés pour l'occasion avec l'accord ému du curé et de la conservatrice bénévole. Il a soumis les tissus à des tests de lavage répétés, à une exposition accélérée sous une lampe reproduisant des années d'ensoleillement, à des frottements sur tissu blanc semblables à ceux que Margot avait improvisés lors de sa première visite. Le rouge n'a pas bougé, pas une fois, pas d'un nuancier. Cette tenue, a-t-il fini par déclarer, devant les habitants venus assister à la scène, correspond exactement à celle du châle d'origine, vieux de plus d'un siècle et demi. Sans le moindre doute possible, nous sommes en présence du procédé authentique du rouge d'Andrinople, ressuscité dans des conditions parfaitement traditionnelles. Une tenue de 50 ans, sans faiblir, est tout à fait crédible au vu de ces résultats. Un murmure d'émotion a parcouru les villageois rassemblés devant la teinturerie. L'épicier, celui-là même qui m'avait autrefois mis en garde à demi-mot, s'est avancé pour serrer ma main devant tout le monde. Sans un mot, mais avec une gravité qui valait tous les discours. Une vieille femme, celle qui m'avait un jour parlé à voix basse de la vieille trahison entre nos deux familles, s'est signée en regardant le châle ancien posé à côté de nos nouveaux écheveaux, comme si elle assistait à quelque chose qui dépassait la simple réussite commerciale, une réparation plus vieille qu'elle-même. Mais l'expertise du docteur Anglade ne s'est pas arrêtée là. Interrogé sur les circonstances entourant la pollution récente de la source, il a accepté d'examiner, avec l'aide d'un laboratoire indépendant, les prélèvements que nous avions conservés, ainsi que le bidon retrouvé la nuit du sabotage. Les résultats, communiqués quelques jours plus tard, ne laissèrent plus place au doute. Le produit déversé en amont correspondait précisément à une substance industrielle utilisée par les usines du groupe Vireux, et nullement à une pollution agricole accidentelle, comme la rumeur avait tenté de le faire croire. Confronté à ces preuves, accompagné du témoignage complet du jeune homme manipulé et du message retrouvé sur son téléphone, la vérité a fini par éclater au grand jour devant témoins, dans une petite salle de la mairie réquisitionnée pour l'occasion. Étienne, appelé à s'expliquer, a d'abord tenté de nier, puis de minimiser, avant de s'effondrer sous le poids des preuves matérielles qu'aucun avocat n'aurait pu balayer d'un revers de main. Le rôle du groupe Vireux dans l'empoisonnement de la source et dans la campagne de rumeurs contre moi a été établi sans équivoque, entraînant l'ouverture d'une enquête officielle et la mise en cause directe d'Étienne lui-même, jusque-là protégé par son statut de cadre dirigeant. Je n'ai ressenti, en apprenant la nouvelle, ni triomphe éclatant, ni désir de vengeance. Seulement un apaisement profond, celui d'une vérité enfin rétablie après des années de mensonges, la mienne autant que celle, plus ancienne, de ma famille tout entière. Margot Lenoir est revenue à Roussillac quelques semaines plus tard, cette fois porteuse d'un contrat en bonne et due forme. Chanel confirmait sa commande, plus large que la première, avec une clause précisant que le savoir-faire de la teinturerie du Rio Rouge serait mentionné, honoré, comme un patrimoine vivant plutôt que comme un simple fournisseur anonyme. Le nom Bréval, qui avait longtemps fait baisser les yeux à Roussillac, allait désormais être associé à un rouge entrant dans les ateliers de la haute couture parisienne. Le nom Bréval, qui avait longtemps fait baisser les yeux à Roussillac,
allait désormais être associée à un rouge entrant dans les ateliers de la haute couture parisienne. La première pièce achevée pour Chanel, un châle d'exposition destiné à accompagner une collection entière consacrée au savoir-faire retrouvé, a quitté la teinturerie un matin de printemps, enveloppé avec un soin presque religieux par Nora elle-même. Tout le village s'était rassemblé sur la petite place pour voir partir le camion, comme on accompagne autrefois les récoltes vers la ville. Fernand, appuyé sur sa canne, avait les larmes aux yeux, sans chercher à les cacher cette fois. L'atelier a continué de grandir dans les mois qui ont suivi. Ce qui n'était, à mon arrivée, qu'un tas de pierres effondrées et de ronces, est devenu un véritable lieu de travail et de transmission. La teinturerie du Rio Rouge rouverte, non seulement comme atelier de production, mais aussi comme petite école du métier, où Nora, devenue en quelques mois une teinturière accomplie, a commencé à son tour à former de nouvelles mains, aussi jeunes et curieuses qu'elle l'avait été elle-même, en poussant pour la première fois notre porte. Le village a changé lui aussi, sans grand discours, sans cérémonie particulière. Le village a changé lui aussi sans grand discours, sans cérémonie particulière. L'école du métier, comme on avait fini par l'appeler au village, accueillait désormais chaque samedi matin une poignée d'enfants et d'adolescents venus apprendre les gestes de base, choisir une racine de garance, reconnaître au toucher la laine prête à recevoir la couleur. Nora y enseignait avec une patience que je ne lui connaissais pas au début, se souvenant visiblement de sa propre impatience de curieuse mal reçue, et refusant que quiconque, désormais, se sente repoussé comme elle avait failli l'être. Les regards qui se détournèrent jadis à la mention de mon nom se sont transformés en saluts chaleureux sur la place, en invitations à partager un repas, en petites mains offertes spontanément quand l'atelier avait besoin d'aide pour une grosse commande. La vieille querelle entre Aubanel et Bréval qui avait pesé sur 2 générations s'est enterrée non pas dans l'oubli mais dans une réconciliation sincère, scellée par le lien devenu presque filial entre Fernand et moi. Fernand, justement, a fini ses jours apaisés, entouré, fier de voir son savoir continuer de vivre à travers Nora et à travers moi, débarrassé du poids d'un secret qu'il avait porté seul trop longtemps. Fernand, justement, a fini ses jours apaisés, entouré, fier de voir son savoir continuer de vivre à travers Nora et à travers moi, débarrassé du poids d'un secret qu'il avait porté seul trop longtemps. Il aimait raconter, à qui voulait bien l'écouter, l'histoire du chien roux qui avait mené une Bréval jusqu'à sa cuve cachée, comme si le destin lui-même avait choisi cette manière détournée de le forcer à pardonner. Il le racontait toujours avec le même rire bref, un peu gêné, celui d'un homme qui sait qu'il a mis bien trop d'années à laisser tomber une colère qui ne lui appartenait plus vraiment. Il venait encore, certains matins, s'asseoir sur son vieux tabouret près des cuves, moins pour travailler que pour regarder, avec une satisfaction tranquille, ce que ses mains et sa mémoire avaient permis de faire renaître. Quant à moi, j'ai compris, avec le temps, que je n'avais pas seulement gagné un procès contre un grand groupe, ni même seulement sauvé une teinturerie en ruine. J'avais réparé quelque chose de bien plus ancien, une blessure transmise sur 3 générations. Depuis le jour où la chimie industrielle avait tué le métier de ma grand-mère, jusqu'au jour où j'avais refusé, moi aussi, de signer un mensonge. Je m'étais reconstruite en même temps que ce rouge renaissait, comme si nos 2 histoires n'en avaient jamais fait qu'une seule, depuis le début. Aujourd'hui, quand je pousse la porte de l'atelier, tôt le matin, l'odeur de garance et de rouille m'accueille toujours, aussi familière qu'un visage aimé. Garance, plus vieille désormais, préfère somnoler près des cuves plutôt que de courir la garrigue, mais elle ouvre toujours un œil quand j'approche, comme pour vérifier que tout va bien, comme au premier jour où elle a refusé de me quitter. Certaines couleurs comme certaines vies ne s'effacent pas, même quand tout, autour d'elle, semblait promis à l'oubli. Il m'arrive encore, certains soirs d'été, de m'asseoir sur le pas de la porte de la teinturerie, à l'heure où la lumière rasante fait rougir les collines de Roussillac, exactement comme elle devait le faire du temps de ma grand-mère. Nora ferme les cuves pour la nuit, en chantonnant sans même s'en rendre compte le fragment du geste que Fernand lui a transmis, comme si ce chant avait fini par se loger en elle aussi naturellement qu'en lui. Des touristes, parfois, s'arrêtent devant l'atelier, attirés par la réputation qui a fini par dépasser les frontières du village, et repartent avec un simple écheveau, sans toujours savoir tout ce qu'il a fallu traverser pour qu'ils tiennent entre leurs mains sans jamais faiblir. Je pense souvent à ma grand-mère, à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir la teinturerie aujourd'hui, les cuves à nouveau pleines, le village qui prononce le nom Bréval sans plus baisser les yeux. Je crois qu'elle sourirait, simplement, de ce sourire discret qu'elle gardait pour les choses qui comptaient vraiment.
Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres récits comme celui-ci.